Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Lancement de la stratégie des migrants de la République de Djibouti. Notre actualité nationale, visite de travail des sénateurs français. Et enfin, pour la scène internationale, l'Afrique du Sud veut introduire un passeport vaccinal. Merci encore de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Comme mentionné dans les titres, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé la cérémonie de lancement de la stratégie des migrations de la République de Djibouti et de la stratégie pays de l'OIM pour 2021 à 2024. Un événement qui revêt une importance capitale. À l'objectif, celui de valider la stratégie des migrations de Djibouti, une stratégie qui sert de base fondamentale pour renforcer la gouvernance de la migration et pour faire de la migration un vecteur pour le développement du pays, conforme avec la Constitution, les lois et législations nationales relatives à la migration et les instruments normatifs et politiques internationaux sur la migration. Il a été question aussi de la stratégie pays de l'OIM pour 2021 à 2024, une stratégie également qui définit la nouvelle orientation de l'organisation avec l'Afrique au niveau politique et stratégique. Cette stratégie est en accord avec le but et objectif du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières auxquelles presque tous les pays africains adhèrent, ainsi qu'avec le programme pour le développement durable à l'horizon 2030. La vision stratégique de l'OIM et le cadre de gouvernance des migrations de l'OIM. La stratégie régionale de l'OIM pour l'Est et la Corne de l'Afrique vise à tirer parti de la migration pour le développement durable et à garantir que personne ne soit laissé pour compte. Cette stratégie est centrée sur les droits humains des migrants, les objectifs du développement durable, l'agenda 2063 de l'Union africaine et les priorités stratégiques de ses États membres et des communautés économiques régionales. Cet atelier a été rehaussé par la présence des membres du gouvernement, dont les ministres, les hauts cadres de l'administration, les hauts cadres de la police nationale, les représentants diplomatiques et onusiens. Le chef de la mission de l'Union européenne, M. Bernard François, et la représentante de l'OIM, Mme Stéphanie Davio, ont déclaré dans leur allocution la stratégie jette les bases d'une coopération renouvelée et renforcée avec les acteurs clés pour une meilleure gouvernance. Écoutons. Vous savez, la stratégie nationale pour la migration est le résultat de consultations qui ont été menées pendant plusieurs mois avec l'ensemble des ministères concernés, les membres de la société civile, bien entendu nos collègues des Nations Unies et les ambassades qui sont ici présents. Cette stratégie définit les orientations que souhaite prendre la République de Djibouti en matière migratoire et nous espérons qu'elle contribuera à la prospérité économique et sociale du pays, mais également au bien-être des migrants. C'est également, bien entendu, un honneur, en tant que représentante de l'Organisation internationale pour la migration, de participer au lancement officiel de notre stratégie 2021-2024. Et je m'engage ici, en tant que représentante de l'OIM, à m'assurer que cette stratégie, la mise en œuvre de cette stratégie, permette de donner vie aux priorités qui ont été établies par le gouvernement djiboutien en matière migratoire. La stratégie migration est un document fondamental qui était attendu de longue date. Cette stratégie devrait permettre de renforcer la gouvernance de la migration, la bonne coordination entre les services en charge, meilleure coordination avec les bailleurs et une reconnaissance aussi de la contribution positive des migrants dans l'économie du pays. Cette stratégie vise aussi à renforcer une gestion efficace de la migration, aussi de lutter mieux contre la traite et les trafics et de protéger les migrants qui sont potentiellement des victimes, des personnes vulnérables, ceci sur base des conventions internationales ratifiées par Djibouti. C'est extrêmement important pour nous.
c'est l'impératif de respecter les droits humains des migrants. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, la présentation et la validation de cette stratégie traduit l'engagement de Djibouti à concrétiser ses engagements sur la scène internationale, particulièrement en termes de pacte mondial des migrations qui fut approuvé en décembre 2018. Dans le même sillage, le ministre de l'Intérieur, son Excellence M. Seïd Nouh, a ajouté que cette stratégie est basée sur une démarche participative et inclusive impliquant les principaux acteurs étatiques et non étatiques et une approche mobilisant l'ensemble des pouvoirs publics conformément aux recommandations du pacte mondial. C'est la première fois que la République de Djibouti se dote de ce document important pour les migrations. Et je tiens à remercier à cette occasion tous les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux qui ont participé à cet exercice. En effet, le ministère de l'Intérieur, pendant plusieurs mois, a mené des consultations individuelles et collectives avec l'ensemble des partenaires œuvrant dans le domaine de la migration pour aboutir à ce résultat. Cette stratégie est le reflet des orientations que souhaite prendre le gouvernement en matière migratoire et constitue un pas décisif vers une gestion efficace des migrations, conformément aux engagements pris par la République de Djibouti lors de la signature du Pacte mondial sur les migrations en 2018. Bien sûr, cette stratégie débouchera sur la mise en place d'un plan d'action qui sera construit, lui aussi, en parfaite collaboration avec l'ensemble des entités concernées. Enfin, j'exhorte le Bureau de coordination nationale de la migration à poursuivre ses efforts pour la bonne exécution des recommandations préconisées. Et enfin, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, a mis en exergue que cette stratégie met l'accent sur une perspective holistique et transversale de la migration. Elle tient compte, a-t-il dit, des thèmes essentiels tels que la gouvernance et la gestion de la migration, le contrôle, la surveillance, la gestion et la régulation des frontières, la protection des droits des migrants, le sauvetage des vies humaines, la résilience pour faire face à des situations de vulnérabilité, la migration et le développement. Des années, nous constatons que la migration et les mobilités connaissent une complexité de formes et de dynamiques sans précédent qu'il était donc impératif de se doter d'une politique migratoire en phase avec les perpétuelles mutations, d'où la nécessité d'une véritable stratégie nationale qui déploie tous les axes d'intervention. Cette stratégie nationale pour les migrations répond en effet à cette attente et symbolise la ferme volonté du gouvernement de concrétiser les engagements auxquels a souscrit notre pays lors de son adhésion au Pacte mondial sur les migrations durant la conférence de Marrakech en 2018. C'est la volonté du gouvernement de mettre en place des politiques et des structures qui permettront une gestion migratoire maîtrisée, sécurisée et parfaitement conforme et respectueuse de la dignité humaine. Se doter d'une telle stratégie pour les migrations est également l'opportunité d'apporter des réponses claires et organisées aux défis concernant la gouvernance de la migration sous ses divers aspects et notamment favoriser une meilleure collaboration et coordination constitutionnelle tant au niveau des autorités nationales que des élus locaux et des préfets. C'est aussi un moyen sûr de renforcer les capacités gouvernementales en matière de prévention et de lutte contre la migration irrégulière,
la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. L'opérationnalisation du Bureau de la coordination nationale de la migration, dont le siège a été récemment inauguré, et faut-il le rappeler, un des axes majeurs de la stratégie nationale, et nous sommes confiants qu'elle apportera sans aucun doute des informations fiables eu égard au renforcement des statistiques, de la collecte de données qu'il assurera dorénavant. L'analyse et la production de données fiablement collectées vont sûrement améliorer en conséquence les connaissances sur la migration pour une meilleure gestion et l'inclusion de cette dernière dans les objectifs de développement local. En somme, il s'agit de gérer dans les meilleures conditions les flux migratoires en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs clés. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti a toujours été une terre d'accueil, malgré ses ressources limitées. C'est une tradition léguée par nos aînés et délibérément entretenue et renforcée par la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, plus que jamais, la République de Djibouti est perçue comme un havre de paix, un pays de transit, de destination pour un grand nombre de migrants de la Corne d'Afrique souhaitant rejoindre la péninsule arabique, mais il est également un pays où les migrants et les réfugiés peuvent travailler et bénéficier d'un certain nombre d'avantages au même titre que les nationaux. Après le Kempinski, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu aujourd'hui en fin de matinée le groupe d'amitié France, pays de la Corne d'Afrique, avec à sa tête le sénateur M. Cédric Perrin dans son cabinet. Les deux parties ont longuement évoqué l'état des relations bilatérales entre les deux pays et les voies et moyens aussi qui sont susceptibles de renforcer davantage la diplomatie. Devant ses interlocuteurs, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a soulevé la nécessité pour les groupes d'amitié de contribuer au renforcement des liens de coopération unissant les deux pays. À présent, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Mohamed Ali Hamed, a reçu ce matin du lundi 13 septembre une délégation des sénateurs français. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays frères et amis, sachant que la France est le premier allié de la République de Djibouti et ils maintiennent plusieurs relations dans plusieurs domaines économiques, politiques et comme culturels. La délégation a été introduite par l'ambassadeur de la France à Djibouti, M. Arnaud Guiwa. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamed, a remercié la délégation française de leur visite à Djibouti en vue de s'imprégner sur la situation actuelle de Djibouti. L'entrevue a vu la participation du président du groupe d'amitié franco-djiboutienne à l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta. L'entrevue s'est clôturée par la remise des cadeaux et une photo de famille. Le président du groupe d'amitié franco-djiboutienne à l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta, a tenu une réunion d'information avec la délégation sénateur française. La délégation française s'est imprégnée sur la situation actuelle de la question de sécurité dans la Corne de l'Afrique. Le président du groupe d'amitié franco-djiboutienne à l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta, a expliqué la situation dans le pays limitrophe, à savoir l'Éthiopie et la Somalie, sont d'autant plus qu'alarmantes et nécessitent la réaction des États internationaux. Après la réunion, la délégation a fait une petite visite de l'hémicycle national sur l'égide de l'ancien Premier ministre, M. Dileta, Mohamed Dileta. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, son Excellence M. Mohamed Ali Youssouf, a reçu ce matin la délégation sénatoriale française de haut niveau du groupe d'amitié France et pays de la Corne de l'Afrique du Sénat français, conduite par Cédric Perrin, sénateur président de ce groupe. Cette délégation était composée, outre les sénateurs présidents du groupe, Cédric Perrin, de M. Arnaud Guiwa, ambassadeur de France à Djibouti, de M. Olivier, sénateur président délégué pour Djibouti, et M. Sori, sénateur président délégué pour le Soudan, et enfin M. Javier, administrateur du Sénat.
L'entretien s'est déroulé dans un climat cordial reflétant l'esprit des relations d'amitié et de coopération franco-djiboutienne mutuellement bénéfiques aux deux pays. Le ministre a affirmé que cette visite de marque témoigne de l'intérêt et du rayonnement de relations d'amitié et de coopération historique que cultivent la France et Djibouti. De sa part, le sénateur président de ce groupe d'amitié s'est réjoui de l'accueil chaleureux réservé à lui et à sa délégation et d'être satisfait de l'excellence de la coopération des deux pays. Au cours de l'entretien, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, comprenant divers volets socio-économiques. Par ailleurs, la rencontre a aussi permis d'évoquer le contexte de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde, notamment les guerres fratricides internes et les perspectives des élections en Éthiopie, en Somalie et au Yémen. Dans ce contexte des choses, les sénateurs ont très apprécié l'exposé de tour d'horizon du chef de la diplomatie djiboutienne. À présent, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Ahmed, a reçu ce matin du lundi 13 pour une visite d'adieu l'ambassadeur cubain à Djibouti, M. Lázaro Mesa. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de la réaction face à cette pandémie du Covid-19 qui a mis à terre tous les pays du monde. La relation bilatérale entre les deux pays frères et amis. De sa part, le président de l'Assemblée a souhaité bonne chance pour le diplomate dans son nouvelle affectation. Pour sa part, l'ambassadeur cubain à Djibouti n'a pas manqué de remercier le président de l'Assemblée nationale et le gouvernement djiboutien qui ont œuvré positivement pour renforcer les liens d'amitié qui existent entre les deux pays. Je vous amène dans la région de Dikil sous le patronage du ministère de la Jeunesse et de la Culture. La ministre Dr Hibo Moumin Asso et par le biais de l'Office djiboutien de droit d'auteur, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée africaine de droit d'auteur et de la gestion collective. Il s'agit d'une initiative de plus de 20 sociétés constituant la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. L'Office djiboutien de droit d'auteur est une jeune institution créée en 23 juillet 2006. Il s'agit d'un établissement public chargé de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins à diriger. Dirigé par le directeur général de l'Office djiboutien de droit d'auteur, M. Idriss Moussa Ahmed, la journée a vu la participation des grandes figures emblématiques du paysage culturel et artistique de notre pays, notamment les doyens des artistes, M. Aden Farah Samatar et Hamadou Dabouli. De hauts responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des représentants du ministère sectoriel et des invités de marque ont également pris part. Le directeur général de l'Office djiboutien de droit d'auteur, M. Idriss Moussa, a fait une présentation sur l'intérêt de cette initiative et a expliqué le copyright, le droit d'auteur et la gestion collective constituent l'épine dorsale qui soutiendra l'existence des créateurs, des industries créatives et des emplois. C'est pourquoi l'Office djiboutien de droit d'auteur s'investit dans cette journée d'action. C'est une journée qui vise à sensibiliser à ces leviers vitaux de croissance économique grâce à un programme d'action simultané dans de nombreux pays africains. Ils n'ont pas manqué à saluer les efforts tangibles de l'Office djiboutien des droits d'auteur au profit des auteurs artistiques et culturels. À présent, le directeur général de l'Office djiboutien de droit d'auteur, M. Idriss Moussa, a saisi cette opportunité pour expliquer la nécessité de protéger et d'améliorer la gestion collective et la promotion des droits d'auteur. Pour moi, un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective. La journée africaine, c'est la première fois que nous célébrons cette journée à Djibouti. Mais pourquoi cette célébration? Il faut reconnaître qu'à travers le monde, il y a des organisations internationales et régionales qui se regroupent pour défendre leurs intérêts professionnels. Tel est le cas de la Confédération internationale des sociétés auteurs et compositeurs, dont son pendant est le Comité africain du droit d'auteur qui a été créé en 2014-2010 à Bangui. Donc c'est dans ce contexte régional que nous célébrons cette journée africaine du droit d'auteur et c'est dans le but de sensibiliser et de faire le plaidoyer auprès des usagers, des auteurs et des compositeurs, ainsi que des auteurs et compositeurs djiboutiens pour que leurs droits soient respectés. Parce que le droit d'auteur aujourd'hui, il est devenu un bien inaliénable et un bien patrimonial. Il mérite tout autant que les autres droits du travail un certain respect. C'est dans cette optique
que cette journée est organisée. Et c'est à l'initiative de l'ODDA, sous l'autorité de Madame Son Excellence Dr Hiba Moumoun Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture. À son tour, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumoun Assowe, s'est félicitée. La célébration de cette journée africaine des droits d'auteur qui vise une mobilisation globale afin de susciter une prise de conscience et informer au public africain l'importance économique et culturelle des œuvres d'art. Un véritable honneur de prononcer ce petit mot relatif à la célébration de la journée africaine du droit d'auteur, initiée en 2018 par plus de 20 sociétés de gestion collective qui se sont réunies pour unir leurs efforts et lancer la journée africaine du droit d'auteur à la gestion et de la gestion collective, et ce avec le soutien de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs de la gestion collective. Cette action vise à mobiliser le monde de la culture et surtout les créateurs et les organisations, mais aussi à sensibiliser les autorités politiques africaines, opérateurs économiques et autres usagers quant à l'urgence et l'intérêt indéniable de veiller au respect du droit d'auteur et droits voisins qui sont le métier et le gain de milliers d'auteurs et d'artistes, et de s'acquitter de redevances inhérentes aux productions artistiques. Les droits d'auteur protègent les œuvres de l'esprit du seul fait de leur création, même inachevées. En vertu de la théorie de l'unité de l'art, le droit d'auteur protège toutes les œuvres, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le métier ou la destination. Vous savez que dans notre pays, de textes réglementaires régissent le droit d'auteur. Il s'agit aujourd'hui de commencer une première mobilisation et de sensibiliser tous pour que chaque créateur et auteur puisse obtenir ses droits. Et cette décision émane de la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui est le plus grand protecteur des arts et des lettres et de la culture en général. Et il faut le reconnaître, nous le remercions infiniment pour ça. Autre actualité nationale, toujours dans la capitale de Djibouti-Ville, dans le cadre de la rentrée scolaire 2021-2022, une réunion de concertation s'est tenue dans l'enceinte du 2e arrondissement en présence des acteurs actifs. Une réunion de concertation présidée par le sous-préfet, M. Haïbé Hared. En effet, comme à chaque année, le sous-préfet réunit les responsables des écoles secondaires, les chefs de quartier, les notables, des parents ainsi que les forces de l'ordre pour une réunion de concertation afin de sensibiliser contre toute forme de nuisance dans l'apprentissage des élèves. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été évoqués, entre autres la sécurité autour des établissements scolaires, l'hygiène, les perturbations liées à la circulation routière. Dans une perspective de solidarité sociale et d'intégration de comités de parents d'élèves, l'objectif principal de cette journée était de trouver des solutions aux problèmes soulevés. Ainsi, le sous-préfet s'est engagé à ne ménager aucun effort pour suivre de près l'évolution des projets engagés. Cette journée s'inscrit dans la campagne de sensibilisation sur la non-violence et la cohésion. Cette campagne de sensibilisation a fait pour objectif d'exhorter la population djiboutienne à resserrer la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les différents quartiers populaires sous sa juridiction et favoriser le vivre ensemble en toute harmonie. En cas de nécessité, en cas de problème, ils peuvent juste aviser la gendarmerie ou la police afin de répondre à des problèmes ou à d'autres anomalies. Marca, on a juste besoin de collaborer avec les parents. Parce que après, il y a les parents qui viennent derrière la brigade. Marca, il y a le mineur, des fois moins de 12 ans. 11 ans, 12 ans, on ne peut pas l'incarcérer dans la cellule. Et ce qui est bien, c'est d'avoir une plainte au niveau des ministériels, au niveau du ministre, une plainte pour tel fait, afin de présenter même les auteurs au parquet. Parce qu'à chaque fois, avertissement, brigade Balagaya, avertissement Balassia, ou alguna qonaya. Donc, on a une plainte officielle, c'est de Mahkamad al-Gougain Karayo, et le problème s'arrête comme ça. L'écologie à présent, M. Mohamed Nouman Al-Kababi n'est plus
Nous avons appris avec tristesse et émotion le décès survenu le vendredi soir de notre cher collègue. Le défunt a débuté sa carrière dans les années 60 au sein de l'ORTF, puis FR3. Après l'indépendance, Mohamed était un des premiers journalistes nationaux à la RTD, icône de la section arabe. Il a accueilli les différentes générations dans ce métier. Il était rédacteur, présentateur et traducteur à la fois. Il a reçu également plusieurs médailles de mérite et d'ordre national de différentes catégories pour ses dévouements et attachement à ce noble métier qui est le journalisme. Le défunt a été une personne humble, humaine, simple et fédérateur au sein de la RTD, un des grands journalistes de la section arabe qui a fait le tour du monde arabe. Le défunt a laissé derrière lui une veuve, 3 garçons et une fille. En ce moment douloureux, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Direction d'Ikil dans le cadre du projet Reprova, renforcement de la production des productions végétales et animales à Djibouti. Un atelier de formation au profit des cadres régionaux en épidémie surveillance des maladies animales s'est déroulé à Dikil hier matin, le 12 septembre. Une formation qui permettra d'améliorer significativement les connaissances des cadres régionaux, qui sont les personnels de terrain en première ligne du secteur de l'élevage, et de les outiller et les motiver en leur prodiguant une formation axée sur les techniques de surveillance et le rapportage des maladies animales majeures. À cet effet, on prépare à cet atelier les responsables tels que le préfet par intérim, M. Youssouf Ali, le président du conseil régional, M. Abdelrahman Younis, ainsi que le représentant de la FAO, M. Falou, le directeur de l'élevage et des services vétérinaires, M. Moussa Cheikh Ibrahim, le sous-directeur régional, ainsi que les cadres régionaux. En épidémiologie des maladies animales. Avant de rentrer dans les détails de cette formation, tout d'abord, j'aurais aimé, en ma qualité de responsable d'autorité locale, surtout en ma qualité de président du conseil régional, de vous souhaiter d'abord la bienvenue dans cette région gorgée de symboles. Pourquoi le choix de Dikil concernant cette formation? Comme l'a si bien dit le préfet ici présent, je pense que ce choix n'est pas anodin. D'abord, la région de Dikil possède le plus grand territoire rural. Et elle fait bien sûr frontière, la plus grande frontière avec les grands voisins éthiopiens. Pratiquement toute la région fait la frontière avec les grands voisins éthiopiens. Non seulement, mais aussi, il y a le transit des animaux en provenance des grands marchés de l'Éthiopie, donc qui font le transit à partir de notre port, bien sûr, pour aller dans les pays du Golfe. Mais il y a aussi la consommation destinée au niveau de la République de Djibouti, qui chaque matin, en moyenne, je dirais une dizaine ou une quinzaine de camionneurs, des camions transitent la viande même consommée à Djibouti. Passons aux nouvelles internationales à présent. Comme mentionné dans les titres, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche 12 septembre son intention d'introduire un passeport vaccinal dans un contexte de défiance généralisée à l'égard du vaccin contre le Covid-19 dans le pays du continent le plus touché par le virus. Dans une allocution télévisée à la Nation, M. Cyril Ramaphosa a assuré que l'immunisation de la population adulte était un préalable nécessaire pour réouvrir complètement l'économie et éviter une 4e vague d'infection, alors que le nombre de cas a fortement baissé dans le pays. Dans 2 semaines, nous fournirons de plus amples informations sur un système de passeports vaccinaux qui pourront être utilisés comme preuve de vaccination à divers fins et lors des divers événements, a-t-il déclaré. Le pic d'une 3e vague tenace due au variant Delta est maintenant dépassé. Au cours des 7 derniers jours, le nombre moyen de nouvelles affections quotidiennes a baissé de 29% par rapport à celui de la semaine précédente et de 48% en comparaison avec la semaine d'avant, a déclaré le président sud-africain. À ce jour, un peu plus de 7 millions de personnes ont été entièrement vaccinées en Afrique du Sud, plus d'un quart des adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.